Roby Hershkovitch, bonjour. Bonjour Lise, comment allez-vous? Ça va toujours bien, c'est un principe. Merci d'être avec nous, Roby, sur Radio Judaïka ce matin pour une nouvelle carte postale de Belgique. Alors, la semaine dernière, vous avez écouté avec attention David Shapira nous parler de Mélissandre et ça vous a donné l'idée de la chronique d'aujourd'hui, Roby. En effet, Lise, et comme nous sommes toujours au mois de janvier, et nous permettons de faire un petit peu une balade dans le sens inverse, c'est-à-dire où nous allons, dans les pas de notre ami David, aller en Terre Sainte, aller en Israël, retrouver des traces de la Belgique qui se trouvent aux endroits les plus inattendus. Mais nous allons commencer malgré tout par la Flandre. Vous connaîtrez peut-être le passage de la prière de Hallel, qui reprend le chapitre 118 des psaumes. Even Maasu Abonim, Haïta le Rosh Pina, la pierre qu'ont dédaigné les architectes, est devenue la plus précieuse des pierres d'angle. Qu'est-ce que c'est une pierre d'angle? Une pierre d'angle, c'est d'habitude la première pierre qui est tirée ou qui est posée euh, avant ou à la fondation d'un nouveau bâtiment. Alors, si d'aventure vous vous promenez à Gand, la glorieuse ville de Gand, au château des Comtes de Flandre, vous verrez à l'entrée la pierre d'angle qui date de 1180, de l'année 1180, donc fin du XIIe siècle, où il est écrit en toutes lettres en latin, année d'inauguration 1180, Philippe, comte de Flandre et de Vermandois. Vermandois, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France, plus ou moins entre Amiens et Reims, vallée de la Somme. Fils de Didier, comte de Flandre, et de Sibylle. Ah, qui Ah c'est voilà, Sibylle? c'est d'elle dont on parle aujourd'hui, Sibylle d'Anjou. Exactement, exactement. Donc, nous trouvons, et ça je vous le dis d'emblée, en plein cœur de la Flandre, un monument qui est un monument phare, qui est le château des Comtes de Flandre, qui symbolise la souveraineté flamande du XIIe siècle, avec en toutes lettres dorées à l'entrée du bâtiment une tsabarite, une dame née à Jérusalem qui s'appelle Sibylle. Et donc, nous allons nous attarder à cette personne. Sibylle d'Anjou. Pourquoi d'Anjou? Parce qu'elle est la fille du roi de Jérusalem que nous avons, dont on a entendu parler chez David, Foulque, dans ce cas-ci, Foulque V de Jérusalem. Sibylle d'Anjou est donc sa fille et elle joue un rôle très important. C'est-à-dire que nous allons un petit peu regarder dans les quelques minutes que nous avons un phénomène sur lequel il vaudrait s'attarder plus longuement, ce que nous ne ferons pas aujourd'hui, c'est la présence et la participation quand même exceptionnelle dans les nombres de chevaliers, et plus que chevaliers, de souverains de Flandre en Terre Sainte dans les croisés. Bien sûr, on dit croisés directement, on va dire ah, Godefroy de Bouillon. Non, Godefroy de Bouillon, c'est pas la Flandre. Mais, et on en a parlé la dernière fois, David en a parlé, je ne vais pas y revenir, mais comme la première croisade a abouti à Jérusalem en l'an 1099, en cette même année, naît en Flandre Thierry d'Alsace. Son Thierry mari. d'Alsace.
le comte de Flandre qu'elle va épouser. Exactement. Donc, nous avons ici un XIIe siècle qui commence avec la première croisade. Nous avons entendu parler du règne de Mélisande, qui était reine de Jérusalem, régente, etc., etc. Mais déjà en l'an 1112, et il faut être un petit peu flexible avec les dates parce que certaines sources donnent des dates un petit peu différentes, mais ce n'est pas ça l'importance maintenant. Donc, euh, lorsque nous avons au début du XIIe siècle le règne de Mélisande, entre-temps, à Jérusalem naît Sibylle, et Sibylle va rencontrer en 1139 Thierry d'Alsace. Thierry d'Alsace qui est comte de Flandre et qui participe euh, aux croisades et il arrive en Terre Sainte. D'ailleurs, il a fait 3 fois le voyage. Imaginez-vous ce que ça représente au XIIe siècle, faire un voyage au départ de Gand, au départ de Bruges, au départ de la Flandre, à cheval, toute la route jusqu'à Jérusalem, c'est quand même pas évident. Et donc, euh, euh, Thierry Marie se marie avec Sibylle à Jérusalem. Ils rentrent tous les deux une première fois en Flandre. Thierry retourne une fois en Terre Sainte sans Sibylle, puis il revient, et puis ils rentrent finalement ensemble en 1157, ensemble à Jérusalem. Imaginez-vous cet aller-retour. Et à ce moment-là, euh, Sibylle décide de rester à Jérusalem. Thierry rentre en Flandre. Euh, et Sibylle n'entre pas dans les ordres, donc elle ne devient pas une religieuse, mais elle rejoint une proche qui est l'abbesse de l'abbaye de Béthanie, de Saint-Lazare, qui en fait, aujourd'hui, c'est El Azari, c'est sur la vieille route entre le mont des Oliviers et Jéricho. Sur la vieille route, dans un des virages, il y a jusqu'aujourd'hui ce monastère où est enterrée Sibylle d'Anjou. Donc, on peut dire très simplement que à Jérusalem se trouve enterrée une personnalité au nom de Sibylle d'Anjou qui a joué un rôle important en Flandre. Même à un moment donné, elle était régente, donc comte de Flandre en absence de Thierry, et elle est enterrée à Jérusalem. Pas beaucoup de gens savent ça. Ça, c'est une chose. Un autre élément, c'est leur fils. Sibylle et Thierry ont un fils qui s'appelle Philippe, Philippe d'Alsace. En flamand, son père, c'est Diederik van den Elzas, Thierry d'Alsace, et Philippe, c'est Philippe van den Elzas. Celui-là aussi, il participe aux croisades, et après beaucoup de péripéties, il succombe d'une maladie tropicale, mystère, d'une maladie tropicale aux portes de Saint-Jean d'Acre à Akko. Donc en fait, vous savez très bien que si vous visitez Akko, il y a le château, il y a la forteresse des Chevaliers qui vaut certainement un jour de visite. Et donc là aussi, il y a une empreinte belgo-belge, certainement flamande, avec le comte de Flandre, Philippe d'Alsace, qui y succombe et sa dépouille est transportée de retour en Flandre. Imaginez-vous ce que ça implique. Et il est enterré en Flandre. Mais donc, nous avons ici deux chapitres qui représentent quand même une présence très importante. Et je veux vous dire une autre chose. Nous savons aujourd'hui euh, l'importance de ces deux personnalités, surtout par leur empreinte historique.
la création des villes flamandes, Gand et Bruges, et leur développement, et les églises et les institutions qui ont été érigées. Philippe d'Alsace est aussi celui qui a introduit le symbole du lion de Flandre, de Leeuw van Vlaanderen. Malgré que là aussi, il y a des versions différentes et que nous savons très bien qu'il n'y avait pas beaucoup de lions en Flandre. Donc, d'où vient ce lion? Selon les chercheurs, c'est un symbole que Philippe d'Alsace a vu au Moyen-Orient chez Baïbas, chez les Mamelouks, et il a adopté ce symbole parce qu'en fait, en Flandre, avant, à Bruges, le symbole de Bruges, c'était les ours, het Brugsbeertje. Mais ceci interdit. Donc voilà, nous terminons cette petite escapade en Terre Sainte, en terre d'Israël, pour retrouver au XIIe siècle une présence très émouvante dans le sens où, au lieu de cultiver leur jardin en Flandre, ils se sont donné la peine, ils ont traversé par euh, euh, Mont et Barret toute l'Europe pour arriver à Jérusalem. Et Sibylle d'Anjou, qui y est enterrée jusqu'à ce jour-là, je vous invite à la visite et en tout cas, jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup, Roby Hershkovitch, pour cette nouvelle carte postale de Belgique qui était ce coup-ci en Israël. Et c'est toujours sympathique de voir que les liens entre la Belgique et la terre d'Israël remontent aussi au Moyen Âge. Bonne journée à vous, Roby. À vous aussi, au revoir.